Avant de rentrer dans le jeu, je voudrais répondre à la conférence précédente. Je vous présente un modèle qui est en mode je suis beaucoup dans l'open innovation, on partage, on utilise des réseaux et moi je travaille actuellement sur un modèle qui s'appelle Cépage, qui vise justement à étudier comment on peut mettre en place des dispositifs de type serious game, mais qui sont encapsulés dans des activités avec à la base, donc un scénario pédagogique. Et en fait, l'université de Louvain a rebondi et a amélioré le dispositif. Et donc, en fait, on est en train de faire une espèce de ping-pong actuellement entre eux et moi pour pouvoir développer ce modèle. Donc, en fait, ce que je voulais vous dire, c'était qu'est-ce que c'est une activité ? Quand une activité se met en œuvre, décidément, les dispositifs numériques se jouent de nous ce matin. C'est parce que j'ai pas branché la prise électrique. C'est pas grave. On va trouver une prise. Elle va revenir. Non, elle veut plus. Si elle veut. Alors, en fait, l'activité, qu'est-ce que c'est ? C'est 3 phases. C'est très simple. C'est d'abord on introduit l'activité, ensuite on l'anime et ensuite on la débriefe. Et la plupart des serious games ou des dispositifs que l'on a pu voir à travers les exemples, quand on est dans la recherche d'une autonomie, en fait, on prive l'utilisateur de ceci, c'est-à-dire de la phase de débriefing. Or, tous les travaux de recherche qu'on a actuellement, avec des chercheurs comme Eric Sanchez, notamment, qui travaillent en Suisse, ou d'autres chercheurs qui s'intéressent aux sciences de l'éducation, prennent de plus en plus conscience du fait qu'en fait, ici, on est dans l'activité qui va être en lien avec le dispositif, mais finalement, c'est pas là où s'opèrent vraiment les apprentissages, c'est dans la dernière phase, c'est-à-dire dans la phase où on va débriefer. Alors ça paraît évident quand on le dit comme ça de manière orale, mais je peux vous assurer quand on fait des activités autour de ça, quand on le démontre avec des dispositifs de jeu mis en scène dans les activités, on se rend bien compte que si on s'arrête là, et souvent les gens s'arrêtent là, on a eu le plaisir de l'activité qui a été produite, mais on n'a pas les apprentissages qui s'opèrent réellement. Il faut vraiment opérer un débriefing. C'est là où on va prendre le recul nécessaire pour pouvoir conscientiser ce qu'on a fait comme activité et pouvoir se rendre compte qu'on a appris telle ou telle chose, mais en étant guidé par une médiation humaine. Et là, je vous rejoins complètement et je trouve que c'est vraiment complémentaire par rapport à ce qu'on est en train de mener comme travaux de recherche. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'université de Louvain ? Elle a proposé de rajouter ces 2 pôles. Le pôle évaluation en aval et le pôle conception en amont. En fait, ils ont décidé de changer un petit peu les choses, les différentes dimensions qu'on peut croiser au niveau de ces 3 temps pédagogiques qui sont le brief, l'animation et le débrief, en introduisant donc cette phase donc de conception au travers de 5 dimensions que j'avais proposées, qui étaient donc pédagogie, jeu, contexte, apprenant et enseignant. Et en fait, quand on est en phase de conception, et c'était juste ça que je voulais dire, la première chose qui doit primer, et c'est ça la grande erreur qui est souvent faite, c'est la pédagogie. C'est-à-dire, on va amener des gens d'un point A à un point B, comment on va s'y prendre ? Et à partir de là, on va réfléchir à l'histoire qu'on va leur raconter et quels sont les ingrédients qu'on va mettre en œuvre, c'est-à-dire les ressources pédagogiques. Alors ça peut être des documents authentiques, ça peut être des serious games, ça peut être des vidéos, ça peut être des animations, ça peut être une médiation humaine, ça peut être de la lecture, mais ils doivent être au service de ce scénario pédagogique. Et quand c'est construit à l'envers, c'est-à-dire que quand on dit on va faire quelque chose avec un dispositif et on réfléchit autour de ce dispositif, qu'est-ce qu'on a appris ? Ben, on est sûr de se planter si on n'a pas vraiment mis en œuvre ce scénario pédagogique. Et en fait, le grand travers qu'on a pu avoir dans la conception des serious games, notamment, je parle pour ce domaine que je connais mieux, c'est souvent d'être fasciné par l'outil numérique, d'être dans la recherche effectivement du jeu pour pouvoir étudier comment on peut le détourner pour faire apprendre telle ou telle chose, mais pas à l'envers, c'est-à-dire de se dire d'abord quel est l'objectif pédagogique que l'on vise et après de regarder comment le jeu peut venir servir ce scénario pédagogique. Voilà. Donc en fait, voilà le fruit de
de ce travail qui est en work in progress, que je voulais vous présenter suite à ce que j'ai entendu pour continuer à nourrir le débat et peut-être qu'on pourra ensuite continuer à échanger. Alors j'en reviens maintenant au propos pour lequel on m'avait fait venir dans le cadre de cette journée. Alors qu'est-ce qui s'est passé selon vous entre le Joyboard de 1982 et ce dispositif, le Web Balance Board? Pourquoi il y en a un qui a connu un échec commercial et l'autre il a rencontré le succès? On va essayer d'en étudier une sous le couvert d'un autre dispositif qui est celui-ci. Et on va voir si, en fait, ça vous donne des éléments de réponse, des clés. Ici, à gauche, vous avez un appareil qui s'appelle Computer Space, qui a été fait donc en 1971. Et est-ce que quelqu'un connaît Computer Space ici dans la salle? Pas trop, hein. Par contre, on a des professionnels, Steph 1212, qui nous ont dit Pong 1972, je connais. Donc ça veut dire qu'à un an près, il y a un dispositif qui a fonctionné et un autre qui n'a pas fonctionné. Donc on n'est pas forcément obligé d'attendre 1982 versus 2007. Il y a peut-être autre chose que la temporalité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, si on analyse la structure du gameplay qui est associé au jeu Computer Space en 1971, en fait, ici, vous avez le nombre de briques de gameplay qui sont associées à ce jeu. Alors, les briques jaunes représentent des objectifs, les briques bleues, les moyens. Et en fait, on s'aperçoit que dans Computer Space, qui est un jeu où vous avez un duel entre deux vaisseaux, il faut tirer sur l'adversaire, il faut éviter un astre central, il faut gérer l'inertie. Donc, il faut vous orienter, vous diriger, utiliser l'inertie, utiliser les armes, faire en sorte d'éviter la gravité de l'astre central. OK. Et Pong, qui est un jeu de raquettes où on renvoie une balle, on a deux briques. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui est déterminant? La simplicité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un public en 1972, le jeu vidéo, ils ne connaissent pas. Donc ça veut dire qu'en fait, en 1972, on doit commencer par le début, niveau débutant. Donc arriver avec un jeu où on a 6 briques de gameplay, personne ne connaît le dispositif, on est sûr, on a perdu tout le monde. Là, vous avez 2 briques, on est sur un dispositif qui est beaucoup plus facile d'abord, et là, eh bien, on rend les gens moins minables, comme dirait Daniel, d'accord? Ça veut dire qu'en fait, les gens prennent confiance et ils s'adonnent à ce dispositif, ils ont envie d'y jouer. Donc, un des facteurs qu'on peut déterminer, c'est le fait de se dire qu'effectivement, on a la connaissance du public, c'est-à-dire que plus on va monter en connaissance et plus on peut être réceptif à des dispositifs de plus en plus complexes. Donc avant de jouer avec les pieds, il fallait peut-être déjà qu'on commence à maîtriser les manettes de jeu avec les mains. Ça peut être une hypothèse. On peut aussi se dire que le parc de jeux, et votre hypothèse elle est très bonne aussi, c'est-à-dire ceux qui n'aiment pas le jeu de ski, ils n'ont pas envie d'acheter ce jeu-là, ils auraient préféré peut-être faire du yoga ou d'autres types de jeux avec les pieds. Donc ça veut dire que peut-être que l'offre était trop réduite. On était trop sur un marché de niche. Alors, on a d'autres appareils qu'on peut analyser. Ici, vous avez à gauche la Microvision 1979. C'est un appareil qui est sorti 10 ans avant la Game Boy et qui est l'ancêtre en fait de la console portable. À votre avis, pourquoi la Microvision n'est pas un appareil que, aujourd'hui, vous allez citer spontanément, contrairement à la Game Boy? Une idée? Qu'est-ce qui a fait que la Microvision n'a pas été connue? Micro? Alors, en fait, il y a plusieurs paramètres. Encore une fois, c'est multifactoriel. Je vous donne quelques hypothèses, mais ils ne sont certainement pas exhaustifs. En fait, d'abord, le premier point, c'est l'encombrement. Cet appareil qui se veut portable fait à peu près cette taille-là. Donc, pour le glisser dans la poche, c'est un peu compliqué. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est l'énergie. C'est-à-dire le nombre de piles que vous devez utiliser. C'est assez faramineux, c'est-à-dire que vous avez 4 piles pour faire fonctionner le dispositif, mais vous en avez pour 2 heures maximum. Si ce sont les enfants qui doivent acheter les piles, c'est un peu compliqué. L'argent de poche va passer très très vite dans l'appareil, et là c'est terminé. Et enfin, vous n'avez pas la possibilité de vous brancher sur secteur. Donc ça fait beaucoup de points négatifs pour cet appareil. Enfin, dernier point, vous pouvez changer de jeu, mais
au lieu d'avoir en fait juste une cartouche à insérer dans l'appareil, c'est carrément tout le bloc avant que vous devez changer, c'est-à-dire l'écran, les touches de commande, plus le logiciel. Donc ça fait qu'en termes d'ergonomie et de fragilité, vous avez plusieurs aspects qui sont ici mis en défaut dans cette solution-là. Dans la solution technologique de Game Boy, qui est sortie 10 ans après, vous avez plein de choses qui sont résolues. Le problème d'énergie, le problème de taille, le problème de catalogue de jeux, et puis la simplicité au niveau du changement de jeu, puisque les cartouches se changent extrêmement facilement. Alors, on pourrait passer en revue plein de techno, mais j'aimerais quand même vous parler de ce cas-là, qui est assez intéressant. C'est Sega qui a décidé de sortir aussi sa console portable un an après celle de la Game Boy, en se disant, nous on va jouer sur un paramètre que la Game Boy n'a pas utilisé, c'est la couleur. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont utilisé un écran rétroéclairé, ils ont utilisé la couleur, ils ont utilisé quelque chose qui est relativement petit, bien qu'il soit plus encombrant que la Game Boy, mais ça va, ça reste raisonnable. Pourtant, ça n'a pas très bien marché. À votre avis, pourquoi? Énergivore, produit trop énergivore. Ah ben oui, c'était marqué. Zut, je me suis trahi moi-même. Eh bien en fait, oui, les piles, comme pour la microvision, au bout de 2 heures, elles étaient mortes. Donc, trop onéreux. Ensuite, on a des machines qui sortent sur le marché, alors qui ont des aspects qui sont assez intéressants. Alors, est-ce que vous connaissez le produit de gauche? C'est le CDI de Philips, le compact disque interactif. Alors pour ceux qui n'ont pas connu Philips, on lui doit la norme MPEG, qu'ils ont notamment co-développé avec, si ma mémoire est bonne, un autre développeur japonais, ça me reviendra, Panasonic. Et donc en fait, ils ont développé cette norme, ils ont sorti ce concept qui ressemblait un peu à un lecteur DVD, mais on est quand même en 1992, hein, c'est quand même très précurseur pour l'époque. Hein. Souvenez-vous, 92, peu de gens connaissaient encore le CD-ROM. Et ils ont l'idée de se dire, on va distribuer ça dans les foyers, mais ça ne va pas être juste du jeu, ça va être aussi des produits multimédia, des produits culturels, etc. etc. Double erreur. Un positionnement sur le marché trop onéreux, un appareil trop cher, mais aussi un problème de ciblage. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas ciblé ni les gamers, ni le grand public. Ils ont fait quelque chose qui était un peu flou. C'est ce fameux grand public que nous évoquait Daniel. On ne sait pas qui est ce grand public, on ne sait pas à qui ça s'adresse. Du coup, ça n'a pas marché. Pour Sony, en 2007, ils lancent la PlayStation 3. Problème, ils ont fait une super console qui était très très jolie. Le problème, c'est que pratiquement à 700 € la console en prix de vente dès le lancement, il n'y a pas grand monde qui a les moyens de lâcher autant d'argent sur une machine, donc ça n'a pas marché. Donc en fait, si on passe en revue tous ces exemples, on se dit qu'il y a des tas de raisons qui font que un dispositif peut ne pas fonctionner. Des problèmes d'ergonomie, des problèmes de fragilité, des problèmes de design, il peut être moche, hein, un manque de jeu, donc le line-up, la concurrence, la diffusion, l'aspect énergivore, la fragilité, l'encombrement, voilà. Mais pour autant, si on reconsidère certains produits au regard d'aujourd'hui, est-ce qu'on ne peut pas se dire que finalement, on pourrait gommer ces défauts et se réapproprier ces dispositifs aujourd'hui? C'est ça la question qu'on peut se poser. Alors, je vais vous donner un exemple. On va retourner dans les années 70 avec cet appareil qui s'appelle le Big Track. Est-ce que quelqu'un connaît le Big Track? Non, ça ne vous parle pas? Alors, c'était un jouet qu'on offrait aux garçons sous le sapin en 1979. Alors, je dis sciemment aux garçons, parce que si vous regardez la publicité associée au Big Track, je pense que ça va en faire bondir beaucoup. C'est le papa et le fiston au pied du sapin. On ne voit aucune femme dans le périmètre, aucune fille dans le périmètre. C'est que des mâles. Et en fait, ils sont en train d'utiliser ce jouet. Alors ce jouet, qu'est-ce que c'est? C'est un char lunaire dont le design s'inspire de la série Cosmos 1999 avec Martin Landau qui paraissait à la télé à cette époque-là. Donc on est très axé sur l'exploration de la Lune. 1979, c'est les 10 ans
du premier pas de l'homme sur la Lune. Vraiment, on est sur ces thématiques-là et on croit dur comme fer que très rapidement, on va aller coloniser la Lune. Ce char lunaire s'inspire des travaux de Seymour Papert. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans l'idée qu'on peut enseigner par le jouet, par les dispositifs qui ressemblent à des robots, par la déclinaison de ce qu'on appelle la tortue, le langage logo, l'initiation au langage informatique. Et vous l'avez au bas de l'appareil, vous voyez au dos de l'appareil, vous avez un tableau de bord avec des chiffres et des flèches. Vous pouvez programmer le déplacement de ce petit robot. Vous pouvez aussi lui associer donc des fonctions comme par exemple tirer un laser, émettre du bruit, émettre des sons, etc. Ce jouet, vous ne le connaissiez pas, il est tombé dans l'oubli. Sauf que il y a des nostalgiques qui en ont fait une réédition en 2010. Et ils ont dit, on relance le concept, mais qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter des améliorations avec les technologies qu'on a actuellement. Donc la première chose, c'est d'abord les aspects énergivores. On réduit la consommation énergétique. Donc en fait, à l'époque, quand on jouait avec le Big Track, il fallait des grosses piles, il en fallait plein, il fallait les changer régulièrement. Là, on a réduit le nombre de piles et en plus, l'autonomie a été prolongée grâce en fait, aux techniques actuelles, aux technologies actuelles. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a fait une redynamisation, c'est-à-dire qu'on a connecté cet objet avec les technologies actuelles. Donc, c'est-à-dire que on s'est dit, tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qui est tendance? Donc, d'abord, les jouets Nerf. Par exemple, les pistolets, vous tirez des balles en mousse, des petites fléchettes en mousse, ils ont installé une tourelle avec des flèches, des missiles en mousse sur le Big Track. Deuxième chose, là c'est vraiment très geek, le porte-canette qui est indispensable, que vous pouvez véhiculer et vous n'avez plus qu'à vous faire servir par le robot quand vous souhaitez avoir une boisson fraîche. Troisième exemple, la connexion avec votre smartphone. Vous pouvez désormais programmer à distance votre Big Track et vous n'avez plus besoin de vous contorsionner derrière la machine, ce qui résout le problème visiteur qu'on a vu tout à l'heure. Voilà. Et enfin, dernier point, la webcam que vous pouvez mettre sur le nez de l'appareil. Et donc, vous avez la vision subjective depuis l'appareil, le nez de l'appareil, ce qui renvoie aussi à la notion de pilotage de drone qu'on connaît très bien et qui utilise des technologies un peu analogues. Donc, on voit qu'en fait, en reprenant une vieille technologie et en le redynamisant avec ce qui se fait aujourd'hui, on arrive finalement à remobiliser des anciennes choses. Donc, à partir de là, ici, vous avez Papert, qui est l'inventeur de la tortue et qui a tout fait pour militer sur le fait de diffuser la connaissance et la programmation du langage logo auprès des jeunes. Vous avez ici sa déclinaison Bluebot aujourd'hui qui est utilisée donc dans les écoles primaires. Voilà, donc en fait, le Big Track s'inscrit dans cette lignée-là et on voit que ça a créé des émules, etc. Le Big Track étant une des solutions et pas la seule, mais on voit que finalement, les technologies de Papert continuent à faire des petits. Autre exemple, ici, vous avez un dispositif qui s'appelle Au voleur, ou alors Anti-gang, ou Stop Thief, qui est un jeu de société qui était sorti à la fin des années 70. Est-ce que vous le connaissez ? Non. Alors, ce jeu de société, il est extrêmement original. Il apporte une chose qui est très très peu développée aujourd'hui, qui est très peu utilisée. C'est le fait d'utiliser le son. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes un détective, vous jouez à 4 au maximum, et vous avez en fait des voleurs à capturer, à localiser sur la carte, sauf que ces voleurs sont invisibles. Et en fait, pour pouvoir les détecter, vous devez vous servir du son qu'ils émettent. Quand ils marchent dans la rue, ils émettent un son particulier, qui peut être un couinement de chaussures. Quand ils rentrent dans le métro, ils émettent un autre son. Quand ils cassent une fenêtre, ils émettent un son. Et en fait, l'idée, c'est, sur ce plateau de jeu qui finalement ressemble à une grande grille de type jeu de bataille navale, vous avez des coordonnées et vous devez essayer d'émettre des hypothèses sur la position en fait de votre voleur. Et lorsque vous pensez que le voleur se trouve à tel ou tel endroit, vous commencez par dire s'il est là, il devrait émettre tel ou tel son le coup d'après. Et quand vous commencez à avoir une confirmation de vos hypothèses, vous pouvez dire bon là j'en suis sûr, on envoie la police. Donc vous prenez cette machine ici et vous tapez les coordonnées de la case où vous pensez qu'on peut appréhender le voleur. Donc ça, non, c'est pas clair? Vous voulez que je Si, d'accord. Et donc du coup, si vous avez juste, la police arrête le bandit. Si c'est faux,
ben, en fait, ben, vous avez perdu votre tour et puis les autres joueurs peuvent continuer à mener leur enquête. Et ce qui est très intéressant, c'est que finalement, vous avez ici des bases de raisonnement hypothético-déductif qui peuvent être utilisées dans le cadre d'un scénario pédagogique. Sauf que ce jeu, ben, vous ne le connaissez pas, il est tombé dans l'oubli parce qu'il était certainement trop cher. Or, il existe un collectif aujourd'hui qui s'appelle Restoration Game. C'est un collectif qui décide de reprendre des vieux jeux existants et de les remettre au goût du jour. Donc ils ont fait une nouvelle version de Anti-Gang, sauf que maintenant ça se joue uniquement avec des smartphones, et donc vous avez la possibilité de redécouvrir le plaisir, d'émettre des raisonnements hypothético-déductifs à base de sons grâce à vos smartphones. Après, on a une tendance aussi qui est très en vogue actuellement, c'est les escape games. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les escape games, si vous aimez ça. Alors, je voudrais rétablir un petit truc. Il y en a qui disent que ça vient du Japon, etc., que les premiers jeux viennent de là. Non, sachez que déjà dans les années 80, on avait sur Amstrad CPC en fait des jeux qui s'apparentaient à des ancêtres d'escape games, et que ce concept-là, mais on en trouve des traces aux États-Unis dès les années 50 finalement. Donc, il faut toujours aller explorer l'histoire et se rendre compte qu'en fait, on a rarement inventé une chose, on a souvent redynamisé un existant et réactualisé voilà, par rapport aux technologies de notre époque. Donc là, vous avez un autre exemple, Eden Blues, qui est un jeu très poétique aussi. Voilà, pour nous amener en fait sur le concept d'escape game ou de serious escape game quand on essaye d'associer une dimension sérieuse. Alors, l'industrie, comment elle se positionne aujourd'hui par rapport à cette redynamisation des produits? Ça, c'est intéressant à explorer, parce qu'on pourrait se dire, bon, ben, Julien, il est gentil, il nous parle de ça, mais bon, il est tout seul sur son île. Non, en fait, il y a des grandes entreprises qui ont compris le concept, et par exemple, Bandai Namco est en train de remobiliser, de réutiliser ces bornes d'arcade pour cibler un public qui est un petit peu atypique. Alors ici, vous avez un crocodile panique. En fait, ce public qui est atypique, c'est le public des seniors. Et en fait, ils se sont dit, voilà, aujourd'hui, on a un public vieillissant, mais sachant que vous connaissez Pong, 1972, les personnes qui ont connu Pong dans les années 70, qui avaient peut-être à l'époque 35 ou 40 ans, mais aujourd'hui, ils sont peut-être en maison de retraite et ils ont peut-être le plaisir ou connu le plaisir de jouer à des jeux vidéo ou des appareils, des bornes d'arcade. Bon. Et donc, du coup, ils se sont dit, mais y a peut-être là quelque chose à faire, surtout qu'on a des études universitaires qui nous montrent que l'utilisation de certains types de jeux, encadrés, avec une équipe de médecins, peuvent faire fonctionner certaines parties du cerveau qu'on ne sollicite pas naturellement ou au quotidien chez les personnes âgées. Et donc, en fait, ils ont redynamiser ces produits, ces bornes d'arcade, pour un public de seniors, où ils vont ralentir un petit peu le jeu pour pas que les personnes se fassent mal, et faire en sorte que ce soit encadré dans le cadre d'une activité qui a été pensée au préalable, dont le scénario pédagogique a été évidemment bâti au préalable. Et là, en fait, on a tout un marché qui est en train de se dessiner et qui devrait continuer avec les générations que vous représentez. Alors, la réalité virtuelle, on en parle beaucoup. Ici, est-ce que vous connaissez cette console? Non, Vectrex, 1982. C'est un appareil qui a proposé c'est l'une des premières machines, l'une des premières consoles à avoir proposé la réalité virtuelle. En fait, selon une technologie qui aujourd'hui nous paraît vraiment étrange, mais qui est rigolote à explorer. En fait, au lieu d'avoir un système de visiocasque avec des lentilles, etc., tel qu'on le connaît avec l'Oculus Rift ou le Vive, le HTC Vive, vous avez ici un disque de couleur dont la rotation fait que, en fait, en permanence, vous avez l'œil gauche et l'œil droit qui n'ont pas la même couleur devant leurs yeux. Et donc, du coup, vous avez une image différente pour l'œil gauche et l'œil droit. Et à partir de là, selon le type de jeu, vous avez des disques de couleur un peu différents. Alors ça serait intéressant de faire de la rétro-ingénierie pour savoir comment ils ont développé ça à l'époque. Mais vous avez un système qui marche. Alors, sauf que les images que vous avez à cette époque-là, si vous vous amusez à regarder sur Internet, vous pourrez voir 3D Imager. Ce sont des images vectorielles, donc c'est-à-dire des images
de type géométrique, hein. Ce sont que des vecteurs, des lignes droites, des formes géométriques. Et ils arrivent, avec cette technologie-là, à nous donner non seulement du volume, mais aussi de la couleur. Et bon, évidemment, quand on voit les deux technologies, hein, 1982 et ici 2016, l'apparition du PlayStation VR sur la console PlayStation 4, vous voyez qu'on est dans la recherche finalement des mêmes types de sensations, sauf que on a là près de 40 ans qui nous séparent entre ces deux technologies. Ici, est-ce que vous connaissez cet appareil ? C'est un data glove, c'est-à-dire c'est un gant qu'on enfile sur la Nintendo pour jouer avec la Nintendo, la Super Nintendo, et c'est un appareil qui nous permet d'interagir dans un environnement virtuel. Donc aujourd'hui, on est en train tout doucement de revenir vers cette technologie-là, mais on voit que, en fait, dès les années 90, ça avait été développé. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'était vendu à un prix qui était dérisoire. À tel point que quand Nintendo a décidé d'arrêter en fait la production de ce gant, ceux qui sont allés faire les puces pour aller acheter les modèles qui étaient bradés en magasin, c'était les enseignants-chercheurs qui se sont dit là, jamais notre labo pourra se payer un matériel de réalité virtuelle et des data gloves, et ils se sont tous rués là-dessus pour pouvoir faire leurs expérimentations. La robotique existe de longue date. 1985-86, vous avez Rob qui est associé déjà à une console de jeu. Donc aujourd'hui, je vous ai parlé de Papert, de Bluebot, mais vous voyez que déjà dans les années 80, on avait des dispositifs qui étaient similaires. Donc tout ça pour dire qu'en fait, quand on explore le rétro gaming, on se rend compte qu'il y a des cycles, qu'il y a des choses qui ont déjà été faites. Et donc là, plutôt que de se dire on va inventer quelque chose, on va essayer d'innover, peut-être que tout simplement l'idée pourrait être, pour gagner du temps, de revoir un petit peu ce parcours, cette histoire, s'en inspirer et voir ce qui a marché, pas marché, pour être plus performant. Et cela fonctionne, évidemment, tant sur des dispositifs physiques que sur des types de gameplay. Ici, par exemple, vous avez un jeu, je n'ai jamais vu la reproduction d'un gameplay de ce type-là, c'est The Sentinel. Je vous invite à regarder ce jeu, il est vraiment très étrange. En fait, c'est une histoire d'énergie. Vous devez vous positionner plus haut que la sentinelle, sans être vu par la sentinelle. Et pour pouvoir vous hisser à son niveau, vous devez vous déplacer de case en case en absorbant l'énergie des objets qui se trouvent sur les cases en question. Donc c'est vraiment très étrange. On est dans un univers très atypique. Et je suis très étonné qu'on n'ait pas refait des gameplays similaires, parce qu'il est vraiment captivant comme jeu. Alors, très bien, vous allez me dire, bon, mais ok, tout ça on connaissait finalement, merci d'être venu. Est-ce qu'il n'existerait pas des trésors qu'on aurait pu identifier et qui n'ont toujours pas fait l'objet d'exploitation? Je vais vous donner quelques pistes. Ici, vous avez en fait une console de jeu qui date de 1988, qui est une console de jeu italienne. Et qu'est-ce qu'ils ont eu comme idée? Ils ont eu comme idée, en fait, de coupler le vieil appareil à diapositive de mamie et papy pour pouvoir projeter les photos de vacances, mais ils les ont associés en fait à des jeux vidéo, ou plus exactement à des diapositives qui sont en fait des jeux LCD, c'est-à-dire des jeux à cristaux liquides tels qu'on les trouvait dans les Game & Watch dans les années 80. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les Game & Watch, ce sont des jeux à cristaux liquides qui ressemblaient un peu à des calculatrices à la base, c'est-à-dire on était sur des affichages noirs avec des décors, comme vous pouvez le voir ici dans la vignette en haut, et l'idée c'était de vidéo-projeter ça, ou de rétro-projeter ça plus exactement, sur le mur de votre chambre. Et en fait, l'expérience était d'avoir une image d'une diagonale de 80 cm à peu près de côté, et ce qui vous donnait en fait une surface de jeu qui pour l'époque était assez incroyable. Donc ici vous avez le détail de ces cartouches, hein, vous voyez. Donc on a en fait l'image du jeu sur lequel se trouve une couche de cristaux liquides, et vous insérez ça dans cet appareil qui ressemble à un appareil pour diapositive, avec ici la vidéoprojection sur le mur. Donc ce sont des jeux assez basiques, mais on pourrait se dire qu'aujourd'hui, on pourrait très bien imaginer des consoles de jeux équipées d'un Pico vidéoprojecteur qui vous permettent de vidéoprojeter où vous voulez vos images.
Alors, on a la Switch de Nintendo qui vous propose d'avoir un écran déporté à travers ce qui ressemble à une tablette PC. Mais pour le moment, je n'ai rien vu qui s'apparenterait à cette technologie-là. Donc, on a le phénomène vidéo mapping. Alors, avec Daniel, on est en train d'écrire des chapitres d'ouvrage. On a un ouvrage qui devrait paraître sur le sujet. Donc, on a cette fascination de la vidéoprojection sur des objets. Il est fort probable ou il se pourrait qu'il y ait des technologies qui vous permettent de jouer de plus en plus avec le vidéo mapping. La question est de savoir si on aura des solutions domestiques. Autre exemple, 1991, est-ce que vous connaissez cet appareil? Alors ça, c'est le Time Traveler de Sega, 1991. C'est la seule console d'arcade qui vous propose en fait d'explorer l'holographie. Donc vous avez par un jeu de miroir des personnages, vous pouvez le voir en haut, qui apparaissent avec une représentation holographique. Et vous avez, alors le jeu est très nul, en soi c'est un cow-boy qui voyage dans le temps et il doit flinguer les personnes qui se présentent à lui. Mais sur le plan technologique, je pense qu'il y a des choses à explorer. Alors, ensuite vous avez cet appareil-là. Qu'est-ce que ça peut représenter selon vous? Nous sommes en 95. C'est en fait une console de jeu avec la particularité qu'on explore déjà à cette époque la notion de réalité augmentée, avec l'idée que vous pouvez visionner sur le œilleton qui ressemble à une lecture tête haute, en fait, les jeux. Alors, je ne sais pas s'ils ont eu l'idée à cette époque-là d'aller mélanger le réel et le virtuel, mais vous pouviez, là, technologiquement, le faire. Donc, voilà. Moi, je vais vous donner un dernier petit exemple avant de conclure. C'est cet appareil-là. Est-ce que vous connaissez ce dispositif? Voilà. En fait, c'est un jeu d'échecs qui s'appelle le MB Phantom Chess. La grande particularité, la grande spécificité de cet appareil, qui date de 1983, c'est que les pièces se déplacent toutes seules. L'intelligence artificielle associée à cet appareil-là déplace lui-même les pions. Donc vous avez l'impression de jouer avec un fantôme, puisque en fait vous voyez les pièces se déplacer toutes seules. Alors ça paraît tout bête, mais ça n'a jamais été réédité depuis, et je vous assure, si vous regardez les vidéos sur Internet, vous verrez comme c'est bluffant. Voilà, donc tout ça nous amène en fait sur les aspects d'objets connectés qu'on explore actuellement, et on pense que les appréhensions haptiques, les mélanges entre le numérique, la robotique, les objets tangibles, couplés à un bon scénario pédagogique, vont nous permettre, et bien sûr une médiation humaine, je suis tout à fait en phase avec ça, devrait nous permettre de maximiser les chances d'atteindre les objectifs qui consistent à transmettre des savoirs ou au moins de faire prendre conscience aux utilisateurs des compétences qu'ils ont pu peut-être développer au travers de ces dispositifs. Alors, ah oui, j'avais oublié la notion de néo-rétro gaming, mais je l'avais évoqué au départ. C'est cette mouvance qui consiste à redévelopper des jeux sur des technologies anciennes. Et en fait, ce que je voulais dire en guise de conclusion, c'est que on est en train, pour essayer de valoriser tout ça, de monter une collection, donc sur Valenciennes, sur le site de Valenciennes, où on est en train de collecter tous ces trésors du passé pour pouvoir les mettre à disposition de chercheurs, de médecins, d'entreprises, d'étudiants, pour qu'ils puissent faire soit de la rétro-ingénierie, soit essayer de se monter des Fab Labs, essayer de réfléchir à des dispositifs, ou tout simplement s'acculturer à ces technologies-là pour essayer de nourrir leur réflexion quand ils essayent de se positionner en tant qu'innovateurs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette présentation.